merci beaucoup, merci à vous d'être là, merci évidemment à Marc Poré et Jacques Rancière d'être présents pour parler de Conrad. Merci à Claire aussi que je vais présenter. Je suis Guillaume Cléssen, le metteur en scène de jeunesse de Conrad, qui se joue pour la dernière fois à l'Échangeur de Bagnolet ce soir. Voilà, donc le cadeau pour moi de cette dernière, c'est de vous avoir pour parler de Conrad, qui est évidemment en tant que metteur en scène, ça a été une plongée, beaucoup plus que lorsqu'on ne lit, je dirais, que pour son plaisir. Quand on œuvre pour le théâtre, on entre dans les textes, dans l'écriture, en se posant des questions qui sont parfois déroutantes. Cet auteur anglo-polonais m'a totalement conquis, évidemment, et inspiré. Mais il est vrai que comprendre cette aventure littéraire si singulière n'était pas toujours facile. Et donc, pour y parvenir, nous avons en quelque sorte des commentaires, des textes, des analyses qui nous permettent quelquefois de sortir un petit peu du brouillard. Et donc, mes deux invités de ce soir, par leurs textes, leurs analyses, m'ont vraiment permis de mieux comprendre toutes ces nouvelles, tous ces romans de Joseph Conrad. Donc c'est dire aujourd'hui combien je suis ému et honoré voilà, que mes deux invités soient ici et accepté donc mon invitation, et qu'ils en soient très chaleureusement remerciés. Je vous les présente donc. À ma gauche, Marc Poré. Vous êtes donc professeur de littérature anglaise à l'École normale supérieure, à l'ENS de la rue d'Ulm, je crois. Préfacier donc du nouveau volume de la Pléiade Conrad, titré Au cœur des ténèbres et autres récits. Vos recherches portent, si j'en crois votre fiche du coup sur le site de l'École supérieure, sur le romantisme, la poésie anglaise du 19e au 21e siècle, la fiction britannique contemporaine et le roman indo-anglais et l'anglicité. Je vous expliquerai peut-être ce que ça recouvre. Jacques Rancière, vous êtes donc professeur émérite à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Parmi donc vos nombreux ouvrages, Les bords de la fiction, qui est là, Les bords de la fiction et Le fil perdu, essai sur la fiction moderne, sont deux ouvrages dans lesquels vous évoquez longuement Joseph Conrad. Vous travaillez principalement sur la politique et l'esthétique, deux notions souvent d'ailleurs inséparables chez vous, puisque comme vous le dites dans l'une des interviews d'un recueil d'interviews très, très intéressant qui s'appelle « Et tant pis pour les gens fatigués », la littérature, je vous cite, s'invente elle-même comme une autre manière de parler de ce dont parlent les politiques. Si donc je devais résumer, Jacques Rancière, ce que chacun des ouvrages philosophiques apporte à ma propre pensée, puisque je vous lis déjà depuis longtemps, je paraphraserai l'une de vos formules en disant que vous remettez à chaque fois de l'incertitude dans mes propres énoncés. Alors ce sera sans doute le cas encore aujourd'hui avec vous et Marc Poré, et du coup tant mieux. Je pensais que ce dialogue autour de Conrad pourrait être intéressant si Joseph Conrad était aussi parmi nous. C'est pour ça que j'ai demandé à ma collaboratrice Claire Marx, proche collaboratrice et actrice, de lire un peu de Conrad durant ce dialogue. Il y a 4 thèmes, je suis peut-être un petit peu gourmand, il y a 4 thèmes que j'aimerais aborder avec vous, avec mes deux invités. Voilà, et donc je commence par le premier d'entre eux, qui est au fond la rencontre avec l'œuvre de Conrad. Première question à vous, Marc Poré. Vous écrivez au tout début de votre préface, donc à la nouvelle édition Pléiade de Joseph Conrad, que la lecture d'un tel auteur nous fait éprouver, je cite, un sentiment étrange, proche de la fascination, sans qu'apparaissent clairement les ressorts de cette si peu résistible emprise. Est-ce que vous pourriez, sans élucider évidemment totalement l'attraction mystérieuse exercée par l'écriture conradienne, faire ressortir les grandes singularités biographiques et stylistiques attachées à un tel auteur? Oui, merci Guillaume, merci pour l'invitation à laquelle je suis très sensible. Et c'est pour moi un grand honneur de partager cette scène avec Jacques Rancière, qui effectivement nourrit notre pensée depuis très longtemps. Pour parler rapidement de la vie de Conrad, je vais simplement donner quelques dates pour aller vite et aborder cette question de la fascination. La première date, c'est la naissance, donc 1857, né en Ukraine.
sous la domination russe. Donc c'est un écrivain qui va connaître le joug, qui va connaître la domination et qui ne va cesser de parler de ça, de la domination. Il y a des dominés et il y a des dominants. Et il le sait pertinemment. 1874, il perd très vite ses parents et il quitte la Pologne. On va lui reprocher cet abandon de poste, cette désertion. C'est ce qu'il appellera le sceau. Et dans l'œuvre romanesque de Conrad revient, épisode régulier, un saut, le saut de Jim qui saute. Et il arrive à Marseille, donc il a 18 ans, 17 ans, il va embarquer dans la marine française. Pendant 4 ans, il va parler français. Le français va devenir sa deuxième langue et il aurait pu devenir un grand écrivain français. Et donc on se mord les doigts, parce qu'on l'a perdu, quoi. En 1878, il arrive en Angleterre. Il connaît 3 mots d'anglais, littéralement 3 mots. L'anglais va devenir sa troisième langue, et puis va devenir sa langue d'écrivain. Et il va devenir l'un des plus grands écrivains en langue anglaise du XXe siècle, 19e, fin 19e, début XXe siècle. Ce qui n'est pas courant tout de même. 1894, il met fin à sa carrière maritime, parce qu'il aura sillonné toutes les mers du globe. Quand on dit toutes les mers, c'est toutes les mers. C'est un écrivain de la Bourlingue. Et en 1894 paraît son premier roman, La folie Almayer. C'est là qu'il débute, il débarque, il pose son sac et il devient écrivain. Alors attention, il a déjà commencé à écrire depuis 7 ans à peu près. Il porte en lui cette folie, la folie Almayer. Et c'est son premier roman. Il meurt en 1924. Entre-temps, il sera retourné souvent en Pologne, à plusieurs reprises, notamment en 1914. 1914, déclenchement de la Grande Guerre. Il se trouve bloqué en Pologne, dans l'incapacité de rentrer en Angleterre, jusqu'en 1915. C'est dire que la Pologne ne l'a jamais quitté. C'est dire aussi qu'il sera toujours resté un étranger en Angleterre. À sa mort, Virginia Woolf, la grande écrivain moderniste, dira « He was our guest. He was our guest. » C'est-à-dire, je ne sais pas comment il faut traduire, un hôte, un invité de marque, sans doute de marque, mais quand même, un Gastarbeiter, un immigré quoi. On l'a toléré parmi nous parce que voilà, il y a quelques-uns de ses livres qui sont grands, dit-elle. Pas tous. Certains sont grands. Et donc on ne peut pas ne pas détecter un brin de condescendance. Pourquoi ? Parce que rapidement, j'en termine avec sa vie, Conrad sera toujours resté un écrivain avec accent, comme le dit Alain Fleischer sur l'accent. C'est-à-dire que quand il parlait anglais, il parlait avec l'accent polonais. Et quand il parlait français, il n'aura cessé de parler français. Il n'aura cessé de penser en français. C'est quelqu'un qui pensait en français, qui traduisait en anglais. Et sa correspondance, elle est surtout en français. Et c'est un écrivain que la France a découvert. Enfin, je veux dire, pas découvert, mais que c'est un écrivain que la France a porté. Et donc, il parlait français avec l'accent de Marseille. Ce qui le rendait un tantinet ridicule. Donc, écrivain à accent. Néanmoins, fascination. Donc, et alors, rapidement, pour essayer de répondre à la question, impossible question, de cette emprise qui a quelque chose à voir avec l'Empire, d'ailleurs. Mais j'ai bien aimé votre introduction où vous disiez, étant annoncé la couleur, qu'il va rester du brouillard, il va rester beaucoup d'obscurité, ou disons d'opacité. Et je pense à cette scène caractéristique entre toutes de Heart of Darkness, du cœur des ténèbres, où sur le fleuve Congo, qui n'est jamais nommé comme tel, un beau jour, le vapeur se trouve pris dans une sorte de brouillard blanc. Nous sommes au cœur de l'Afrique noire, je mets tous les guillemets qui s'imposent, et ce brouillard blanc fait que tout d'un coup, on n'y voit rien, pour parler comme Daniel Arras. On n'y voit rien. C'est comme la peinture moderne. On n'y voit plus rien. Et donc, pour répondre à cette fascination, je dirais
deux motifs. Le premier, c'est celui du savoir. Étrangement, Conrad aura frappé tous ses contemporains par une espèce de savoir presque sorcier, mystique qu'il avait. Je vais prendre un exemple. Le premier, c'est Henry James. Pas n'importe qui. Un contemporain capital, Henry James, qui lui écrit en anglais, pas en français, et je traduis. Personne n'a connu, pour son usage intellectuel, les choses que vous connaissez. Et en votre qualité d'artiste, vous avez en la matière une autorité dont personne ne s'est approché. Donc voilà, ce qu'on reconnaît à Conrad, c'est qu'il sait des choses. On dira de Lawrence, D.H. Lawrence, votre grand écrivain anglais, qu'il était un obscene knower, c'est-à-dire quelqu'un qui savait les choses de manière obscène. Pas simplement parce qu'il écrivait et qu'on le qualifiait de pornographe, mais une sorte de connaissance mystérieuse. Et ce qu'il sait, c'est comment se comporter dans un monde dont je dirais ensuite qu'il est globalisé. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait des choses obscures, restées obscures depuis la fondation du monde, et qui touche au comportement. Comment est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce que Jim se comporte? Eh bien, je vous ai dit, Jim, il saute dans la chaloupe, il quitte le bateau alors qu'il est second à bord du bateau et qu'il ne devrait pas quitter le bateau. Et je dirais que la science, le savoir de Conrad touche à des histoires qui ont à voir avec une compréhension mêlée d'empathie. En termes moraux, il en sait long sur les ambiguïtés des conduites humaines. C'est peut-être ça son principal trésor, c'est aussi peut-être son ressort. Et ce qui est étonnant chez lui, ce qui frappe par rapport aux romans victoriens, qui sont dans la dénonciation, la condamnation, ou en tout cas l'explicitation, Conrad ne juge pas, tout au contraire, ses narrateurs, ses personnages comprennent. Deuxième raison de cette fascination, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du monde compris dans Conrad. Vous savez, il y a des villes-mondes, New York, Londres. Il y a aussi des écrivains-mondes. Eh bien, Conrad est un écrivain-monde. Il tient le monde tout entier réuni. Il est allé partout. Et c'est ma deuxième citation. Cette fois-ci, je l'emprunte à un auteur qui nous a quittés au cœur de l'été, le prix Nobel en 2001, je crois, V.S. Naipaul, l'écrivain des Caraïbes. Controversé comme écrivain. Mais Conrad aussi. Voilà ce qu'écrit Naipaul. Comment se fait-il que Conrad soit allé partout avant moi? Comment, il y a 100 ans de cela, a-t-il pu méditer sur un monde qui est le mien et que je reconnais aujourd'hui? Et ce monde, pour aller vite, c'est le monde de la globalisation, de la mondialisation, des échanges marchands, des voyages, de la communication à tout crin, de ce que Conrad appelle « material interests ». Je n'ai pas besoin de traduire. Du capitalisme agressif, conquérant, de l'impérialisme. Ce qu'il nous narre, c'est une histoire de la mondialisation vue de l'intérieur, par l'un de ses témoins, à défaut d'en avoir été un acteur. On se souvient qu'il ne fut presque jamais capitaine, presque jamais premier de cordée, mais second de cordée, dans un rôle secondaire. Quand il fut commandant, le bateau a failli chavirer. C'est pas son titre de gloire, le commandement.
Et pourtant, il n'aura cessé de méditer sur le commandement. À nouveau, qu'est-ce qu'un comportement de capitaine? Qu'est-ce qui fait un bon capitaine? Et qu'est-ce qui fait un mauvais capitaine? On pourra revenir sur Typhon, Macquarie, capitaine écossais, parfait comme capitaine, bête comme ses pieds, aucune imagination, surtout pas d'imagination, mais très bon capitaine. Et donc son monde, c'est celui de la mer. L'univers sans frontières, modèle par excellence de l'activité commerciale, paradigme des théories de l'état de nature. Et je vous renvoie à l'essai de Carl Schmitt, Terre et mer. Ce qu'il porte en lui, c'est une géopolitique maritime. Il anticipe sur la société moderne, liquide, la liquidité. Et puis, enfin, son humanité est cosmopolite. Elle vit de plein pied dans l'univers du terrorisme, l'agent secret, 1907. Dans l'univers des migrants, la nouvelle la plus bouleversante que j'ai jamais lue sur un migrant, c'est Amy Foster. Il faut absolument lire Amy Foster. Et Conrad, j'en termine, est lui-même un réfugié, et lui-même un immigré, émigré de sa Pologne. Et tout cela fait de lui l'un de nous, nostrum, notre homme. Alors Jacques Rancière, dans un livre d'entretien récent que je vous recommande, avec Adnej Day, La méthode de la scène, vous donnez un éclairage passionnant sur votre démarche philosophique, sur la manière concrète avec laquelle votre pensée s'écrit et se saisit dans l'histoire de certains événements pour les mettre en scène, pour les faire voir, les faire entendre, en dehors des partages habituels de la pensée. Cette méthode, la méthode de la scène, qui évidemment m'intéresse, nous gens de théâtre, vous permet entre autres d'interroger les grandes hiérarchies de ce monde et d'en révéler leur caractère fictionnel, mais aussi de montrer le surgissement improbable d'autres fictions, plus égalitaires, participant d'un mouvement effectif d'émancipation. Cette dramatisation théorique, pour reprendre l'expression de votre précieux interlocuteur, semble donc être le pendant de votre méthode d'égalité. Est-ce que vous pourriez nous expliciter cette démarche, votre méthode de la scène, sur l'auteur qui nous intéresse aujourd'hui, Joseph Conrad? Vous analysez donc l'œuvre de Conrad dans plusieurs livres, comme je l'ai dit en introduction. Pourquoi chez vous ce retour régulier à Conrad? Et comment avez-vous transformé en scène, pour reprendre votre expression, cette figure d'écrivain si atypique dans l'histoire de la littérature? Bon, merci pour l'invitation de votre question, sauf que je ne vais pas répondre à la question parce que je vais de la retourner. Je vais retourner pour dire que, bon, je n'ai pas appliqué une méthode de la scène à Conrad, Joseph Conrad, mais que j'ai pu élaborer une telle méthode parce que je suis, depuis un nombre de décennies respectables, un lecteur de Joseph Conrad. Bon, essayons d'expliquer un peu les choses. Bon, ce que j'ai essayé de faire, bon, ça remonte à au moins un livre que j'ai écrit il y a maintenant une quarantaine d'années, qui s'appelle La nuit des prolétaires, c'est d'essayer précisément de changer au fond les manières dont on écrivait la philosophie, dont on écrivait la science sociale, dont on écrivait l'histoire. C'est-à-dire d'essayer, bon voilà, c'était un livre, en principe c'était sur l'histoire ouvrière. L'histoire ouvrière, bon, on sait que voilà, il y a des grandes causalités, on vous dit, les ouvriers à telle époque, à cause de l'industrialisation, ils commencent à penser comme ça, à souffrir comme ça, à se réunir comme ça, etc. Et puis bon, ça m'intéressait pas, quoi. Ça m'intéressait pas. Ce qui m'a intéressé, c'est de faire complètement autre chose, c'est-à-dire de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire les ouvriers? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils commencent quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ressentent quelque chose, qu'ils pensent quelque chose? Et donc, par conséquent, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu de ces histoires qu'on racontait sur la classe ouvrière, disons, ses souffrances, son action et ses luttes, à quelque chose comme, précisément des scènes, à savoir, la manière dont un ouvrier en 1840 raconte sa journée de travail, donc il raconte une journée de loisirs, une correspondance entre deux ouvriers, la saisie d'un moment, et ainsi de suite. Une rencontre comme ça avec des prêtres saint-simoniens ou que sais-je. C'est-à-dire que j'ai appliqué quelque chose que j'avais précisément appris chez Conrad, comme, dans la mesure où Conrad est comme un peu exemplaire, disons, d'une forme moderne de la fiction, à savoir que, justement, chez Conrad,
on peut dire que tout fonctionne, disons, par scène, tout fonctionne par moment. C'est-à-dire que, disons, si on prend un livre typique de Conrad, il y a un narrateur, ça se passe, le narrateur, il est dans une situation confortable, il est plus ou moins toujours en train de dîner avec des amis, etc. Voilà, alors ça c'est une scène, quoi. Je trouve qu'il va aussitôt dire, je vais vous raconter un truc que vous n'allez pas pouvoir comprendre de toute façon. Parce que voilà ce qui s'est passé, parce que vous avez l'habitude de penser que précisément l'action, c'est des gens qui décident une chose, et puis ça marche pas, il y a des obstacles, il y a des conflits, il y a des rencontres, et puis voilà, il y a des causes, et puis ces causes produisent des effets, ça s'enchaîne, et puis voilà. Malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a à chaque fois quelque chose comme une espèce de scène. Ça veut dire qu'il y a un individu, précisément, qui est dans une situation qui n'était pas prévisible, qui n'était pas prévue, et qui doit apprendre, comme disait Marc Poré, à se comporter dans cette scène. Ça veut dire que ce qu'il y a en fait, à la place de toutes vos histoires comme ça, disons, d'enchaînement de causes et d'effets, ce sont comme des espèces de moments, ce sont des sensations qui s'accumulent, des choses qu'on voit, des choses qu'on entend. Donc, et puis qui vont produire éventuellement que quelque chose se passe ou que rien ne se passe. Et généralement chez Conrad, on est toujours dans ce rapport entre un rien ne se passe, le bateau file, voilà, c'est sous le soleil, il ne se passe rien, tout d'un coup il y a un choc, il y a quelque chose qui se passe dans la cale. Voilà, et tout est un petit peu. Tout est un peu comme ça. Et pourquoi ça m'intéressait? Parce que au fond, à l'époque, ma question c'était comment des gens commencent à prendre dans le monde une place qui n'était pas faite pour eux. Après, ils étaient là pour travailler, éventuellement pour faire des grèves, éventuellement pour se battre, mais surtout pas pour penser, surtout pas pour évidemment se comporter en disant comme des êtres à part entière. Donc au fond, ce qui m'a toujours intéressé, c'est comment on passe en quelque sorte si on pense à la fameuse formule internationale, nous sommes rien, soyons tout, comment des gens qui ne sont rien commencent à être tout, commencent finalement à se mettre à la hauteur d'un tout. Donc ce qui m'a toujours intéressé, c'est le moment où il se passe quelque chose. Et la fiction moderne, et donc Conrad est un peu l'exemple, c'est précisément une fiction qui tout d'un coup nous met en présence précisément de il se passe, à savoir vraiment non pas des conditions même dans lesquelles on peut énoncer quelque chose, décrire quelque chose, raconter quelque chose. Donc voilà, on est dans au fond ce qui est important, c'est ce rapport toujours de l'action au lieu qui est possible, c'est-à-dire un espace, un temps, des corps, des sons, des bruits. Donc, parce qu'avant l'action, il y a des gestes, avant l'image, il y a le visible, quoi. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est un petit peu ce rapport donc, qui ramène la fiction à une espèce d'essence, à savoir la fiction, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, et habituellement, on dira tout à l'heure, il y a en quelque sorte des critères sur lesquels les choses se passent. Alors que la fiction, on peut dire, dont Conrad est l'exemple, est précisément celle qui se place comme une espèce de point, quelque espèce de point P, un moment T, quelque sorte. Précisément, on est à la frontière de il se passe quelque chose et il ne se passe rien. Et ça, je crois, c'est quelque chose qui caractérise bien sûr la fiction moderne et qui, évidemment, la lie justement à cette espèce de moment historique où des gens qui, en principe, n'ont rien à faire sur la scène du monde, se mettent à essayer justement d'entrer sur cette scène du monde. Donc des gens à qui ne devrait rien arriver, il leur arrive quelque chose. Donc voilà, je n'ai pas appliqué une méthode de la scène à Conrad, mais j'ai dû effectivement, parce qu'il y avait des écrivains que j'ai lus depuis toujours, comme Flaubert, comme Sophia Preslack, dans ses livres dont vous citez, comme Flaubert, comme Virginia Woolf, comme Conrad, précisément travailler sur cette espèce de frontière, il se passe rien, il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose pour des gens à qui normalement il ne se passe rien. Il y a il faut penser à cette préface de Conrad du Nègre du Narcisse. Le Nègre du Narcisse qui est une espèce vraiment d'art poétique complètement incroyable et improbable, il explique d'une certaine façon que la fiction et la démarche de la fiction précisément ne s'adresse pas à la crédulité. Il dit tout le reste s'adresse à la crédulité, la politique, la science, s'adresse à la crédulité. On trouve ça bizarre, en principe, une fiction, c'est justement on raconte des histoires. Il dit non, précisément. Nous, on ne raconte pas d'histoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner en quelque sorte des repères aux gens pour qu'ils se rassurent, ils sachent où ils sont, ils sachent quoi faire, mais on est là pour se tenir cette espèce véritablement de frontière en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est que précisément cet art poétique correspond à une histoire où justement il arrive quelque chose à ce fameux Nègre du Narcisse. Ce type, normalement, si on ne le voit pas puisqu'il est tout le temps enfermé pendant toute l'histoire.
Donc voilà, bon, je pense que c'est ça qui m'a intéressé chez Conrad, et là, bon, mais ça veut dire aussi que c'est voilà, c'est des gens comme Conrad qui m'ont permis de déplacer la manière dont normalement on fait de la philosophie ou de l'histoire ou de la sociologie. Non mais c'est beau, je ne pensais pas que Conrad effectivement avait été... comment un romancier peut aussi déplacer le chemin, enfin réorienter le chemin d'un philosophe. Je n'avais pas pris conscience de ça. J'aborderai du coup le deuxième thème, l'aventure selon Conrad. L'aventure selon Conrad. Alors, oui. Claire, on va lire un petit texte de Conrad, tout petit. Je m'étais abandonné à la loisiveté d'un homme hanté, qui ne cherche rien d'autre que des mots pour capturer ses visions. Mais je reconnais qu'extérieurement, j'avais assez l'air d'un homme capable de faire un second à bord d'un vapeur affrété par une compagnie française. Voilà. C'est un extrait très court, mais qui me semble intéressant. En fait, quand j'ai commencé à lire Conrad, en vue de l'adapter, de le mettre en scène, en vue d'adapter et mettre en scène jeunesse, j'ai eu un sentiment un peu d'inquiétante étrangeté, parce que je pensais lire évidemment des romans d'aventure un peu classiques avec Conrad, en tout cas répondant à certains critères habituels pour ce type de littérature, et je me retrouvais dans un monde qui, dans ses profondeurs, ne semblait pas du tout être celui-ci ou celui-là. Donc, au lieu de suivre une action et d'être pris par le suspense de l'histoire, j'étais souvent submergé par des sensations très fortes que je n'identifiais pas du tout à ce type d'univers littéraire. C'était assez étrange, assez beau en même temps. Les descriptions, par exemple, invraisemblables de Conrad prenaient souvent le pas sur la fable. Et donc, du coup, cette citation que j'ai fait lire à Claire a été une citation un peu repère pour moi. C'est-à-dire que j'étais un peu éclairé sur la position, me semble-t-il, originale de cet écrivain. Si je paraphrase un petit peu, je dirais extérieurement, pour reprendre donc le vocabulaire de Conrad, ce qu'il écrit a l'air d'appartenir à la tradition du roman d'aventure, mais plus en profondeur, cette écriture est habitée et même hantée de visions très fortes qui n'apparaissent pas, enfin, me semble-t-il, habituellement dans ce type de littérature. Du coup, je poserai d'abord la question à Jacques Rancière. Vous étudiez souvent dans vos livres les points de passage déterminants et souvent peu remarqués d'un régime esthétique à un autre. Pourriez-vous, du coup, nous expliquer un peu, selon vous, cette rupture romanesque de Conrad? Qu'est-ce qui, selon vous, distingue le roman d'aventure classique du roman d'aventure classique au roman conradien? Bon, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le roman d'aventure comme un genre particulier, et puis il y a la fiction comme, disons, un assemblage d'aventures, un assemblage d'événements, en général. Bon, ça c'est le premier point fondamental, et d'une certaine façon, disons, ce qu'on appelle roman d'aventure, à savoir des gens qui s'en vont au loin, qui rencontrent des sauvages, qui s'en vont sur les bateaux, qui ont des naufrages, tout ça, c'est quelque chose comme une variante spécifique d'une question plus globale qui est la question de l'aventure. La question de l'aventure, c'est quoi la question de l'aventure au sens plus large, quoi, au sens plus large, on sait que ça a été défini il y a très très longtemps, en gros, par Aristote. Aristote, qui explique aussi qu'une fiction, dit, une fiction, ça consiste à un arrangement d'action. Un arrangement d'action et qui ne va pas raconter des choses comme elles sont arrivées, mais qui va raconter les choses comme elles peuvent, comme elles pourraient arriver. C'est-à-dire, au fond, ce qui a véritablement gouverné la fiction, le type classique, quoi, c'est au fond le lien entre deux idées. L'idée d'un rapport nécessaire. Au fond, ce que doit montrer la fiction, c'est un enchaînement nécessaire d'événements. Ce n'est pas des choses qui arrivent les unes après les autres, mais des choses qui arrivent à cause les unes des autres. Ça, c'est un premier point, quoi. Et simplement, cet enchaînement nécessaire, en fait, il est toujours donné sur le mode de la vraisemblance. La vraisemblance, à savoir, il y a comme une espèce d'équivalence, en quelque sorte, entre construire un enchaînement nécessaire et construire un enchaînement vraisemblable. Ça, on peut dire, c'est le régime classique de la fiction, et qui gouverne encore, pour l'essentiel, beaucoup de choses dans notre monde. Ça gouverne le discours des politiciens, ça gouverne le discours des journalistes, ça gouverne le discours, très souvent, des sciences sociales, à savoir, voilà comment on peut vous dire que les choses se passent, voilà comment les choses s'enchaînent.
Alors bon, par rapport à ça, il est évident que le roman d'aventure est une espèce de spécificité, effectivement. Et quand tu as un roman d'aventure, on attend effectivement qu'il se passe non seulement toute une série d'enchaînements classiques, à savoir, bon, on poursuit des buts, on rencontre des obstacles, on aime, on est repoussé, etc. Bon, c'est des histoires un peu classiques. Mais disons, on attend bien sûr aussi qu'il y ait comme une espèce de variété, que les choses effectivement surprenantes n'arrêtent pas de se passer. Mais il faut bien voir que normalement, justement, et au fond le régime classique de la fiction d'aventure, c'est que l'inconnu est toujours déjà connu. C'est qu'au fond, on peut comme situer l'inconnu, l'incompréhensible, le ramener à des catégories, à des enchaînements qui sont des enchaînements compréhensibles. Et bon, on peut dire que la rupture de la fiction moderne, c'est la rupture avec cette espèce de principe de vraisemblance. À savoir que, bon, pour qu'une chose soit réelle, il faut d'abord qu'elle soit possible, donc au fond qu'elle ait une certaine cohérence. On peut dire le critère normal, on peut dire, de la bonne fiction dans le temps, plutôt au fond le critère normal de la bonne explication à la radio, c'est précisément que l'inconnu soit toujours déjà connu, soit toujours déjà identifié. Or, bon, qu'est-ce qui se passe avec la fiction qu'on peut dire moderne? C'est que ce espèce de bel enchaînement, tout à coup, se trouve brisé. Et l'aventure chez Conrad, effectivement, bon, elle va complètement à l'encontre de ce qu'on attend normalement d'un roman d'aventure. À savoir qu'on prend la mer, mais on prend la mer généralement sur un rafio, ou bien on prend le monsieur Congo, presque toujours sur un rafio, etc., qui est plus ou moins rafistolé. Bon, très souvent, il ne se passe rien, donc il y a cette espèce de soleil de plomb. Quand il y a, et puis, bon, si on prend un exemple tout à fait typique, si on pense par exemple par le cœur des ténèbres, on ne voit jamais rien. C'est-à-dire qu'on est dans l'inconnu, et justement, il n'y a pas des repères qui vont vous permettre disons, de savoir où on est, C'est-à-dire qu'il y a donc des indigènes qui font du bruit comme ça, qui ont le geste, de bruit, de voix, qui crient des choses derrière un rideau d'arbres, Bon, un roman d'aventure normal va vous dire un peu ce qu'il raconte, pourquoi ils font ça, Conrad ne le dira jamais à aucun moment. C'est-à-dire que si on part à l'aventure, on part dans l'inconnu. Si on part dans l'inconnu, on reste dans l'inconnu. Ça veut dire qu'on met de côté, en quelque sorte, tous les artifices par lesquels l'inconnu est toujours ramené à du connu. Et bon, bien sûr, disons ça veut dire que au fond, l'aventure, on part à l'aventure, on sait, en principe on sait où on va, mais il y a toujours une espèce de décalage considérable entre le fait, j'accepte un poste de second sur un navire un peu douteux pour une expédition qui est, plus que douteuse, mais d'une certaine façon, c'est pas ça le but. Il y a toujours ce décalage entre, disons le but, il faut aller à Bangkok pour porter du charbon, et qu'est-ce qu'il y a d'excitant dans le fait d'aller à Bangkok porter du charbon? Il y a aussi, il y a tout un tas de malheurs qui font qu'on n'arrive jamais à quitter l'Angleterre pour arriver à porter ce charbon à Bangkok, Et bien sûr, quand on sera en route, ça ira très très vite. Mais au fond, c'est pas ça le problème. Le problème, au fond, de l'aventure, c'est il n'y a qu'une chose qu'on découvre dans l'aventure. C'est pas des terres lointains, c'est pas des mœurs exotiques, c'est pas des paysages flambants. Ce qu'on découvre, c'est qu'est-ce qu'on est parti faire, qu'est-ce qu'on est allé faire là. C'est dans Jeunesse, qui nous occupe ici, c'est exemplaire. C'est-à-dire que disons, ce qui arrive, c'est vraiment, disons, la confrontation avec effectivement un navire dont les pièces sont les unes après les autres, avec un charbon qui commence à brûler dans la soute, et ainsi de suite, Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des trucs vraiment misérables, Et pour se battre contre ces éléments, et c'est exaltant. Et c'est exaltant, pourquoi? Parce que, justement, cette espèce de, est-ce qu'il est lieutenant, là, cette espèce de lieutenant sur un bateau misérable, une mission misérable, tout d'un coup, il va vraiment s'affronter à quelque chose qui est sa propre vérité. Et partout ce qu'on cherche dans la on ne sait pas pourquoi on est parti. On ne sait pas pourquoi on est parti. Mais précisément, on est là pour le chercher. Et ce qui est remarquable évidemment chez Conrad, c'est que cette aventure est en quelque sorte aussi la réalisation de notre aventure. C'est-à-dire, comme Marc pourrait le rappeler, Conrad c'est un déserteur. Disons un fils de révolutionnaire polonais
qui dit à un moment donné, dit, je n'ai rien à faire, moi, après tout, l'autocratie russe, etc., je n'ai rien à faire, bon, je m'en vais, je ne vais pas continuer ces espèces de réactions de nobles gens, d'intellectuels, comme ça, qui régulièrement, disons, se lancent dans une espèce d'épopée nationale. Il part. Et donc, veut dire qu'il part, ça veut dire que du même coup, c'est voir ce qu'il va chercher. Quoi. Alors, ce qu'il va chercher, ça peut se définir par. Ça va se définir toujours dans le rapport entre deux choses, quoi, une espèce de mission un peu misérable, quoi. À Bangkok ou disons sur le Congo, quoi. Et puis une espèce de fascination. C'est-à-dire que bon, avant de partir, bon, il y a eu, avant de devenir matelot, on a été enfant, étant enfant, on a comme Conrad, effectivement, été amoureux de cartes et d'estampes, quoi. Et donc voilà, on part en quelque sorte, non pas pour livrer du charbon à Bangkok ou pour aller, disons, remonter le Congo, mais on part pour quelque sorte suivre une espèce de fascination, comme ça, pour des lignes tracées sur une carte, quoi. Et puis partant là, effectivement, on rencontre toute une série de choses auxquelles on comprend à peu près rien. Enfin, ça, on y reviendra, c'est à peu près rien, encore quand même des choses, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que, d'abord, disons, on comprend pourquoi on est parti, on comprend ce que c'est, que d'être sur un bateau, de partir à l'aventure. On retrouve le véritable sens de l'aventure qui est toujours par rapport à soi-même. Marc Poré, pour réagir un petit peu à ce que vient de dire Jacques Rancière, j'avais envie de vous poser une question presque, comparative, quoi, entre un autre auteur que vous connaissez très bien, Stevenson, qui est un grand modèle justement de romancier d'aventure, et du coup le roman d'aventure à la Conrad. Est-ce que vous pourriez, par exemple, sur des exemples concrets, alors jeunesse, certains d'entre vous peut-être l'ont déjà lu, mais en tout cas ceux qui resteront ce soir le découvriront cette nouvelle. Il y a un autre roman de Stevenson que peut-être beaucoup de gens ont lu sans doute, L'île au trésor. Voilà, à partir de ces deux exemples, jeunesse et L'île au trésor, est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir là-dessus? Tout à fait. Peut-être d'un mot prolonger la réflexion de Jacques Rancière. Oui, Conrad, c'est quelqu'un qui a su naître dans la critique également moderne, parce qu'il correspond aussi à un changement de paradigme du côté des critiques. Et l'un des premiers critiques à s'être penché avec discernement sur Conrad a parlé d'un delayed decoding. C'est-à-dire, Conrad fournit le décodeur, mais il le fournit de manière différée. Et on pourrait même soutenir, sans doute que Jacques Rancière le ferait, qu'il n'y a pas de décodeur. Mais en tout cas, il y a un différement. Le décodage, il encode beaucoup, il encode de l'inconnu, du mystérieux. Et tardivement, longtemps après le saut de Jim, il va fournir une explication, ou disons pas il va fournir, une explication va affleurer. C'est-à-dire qu'une partie du déchiffrement va s'esquisser. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais c'est avec retard. C'est l'effet retard de la prose conradienne. Et ça, c'est inimitable. Personne n'a fait ça comme nous. Et donc, pour répondre maintenant directement à la question, Guillaume, Conrad Stevenson, c'est très intéressant. Stevenson meurt en 1894. Il est à l'autre bout du monde, lui aussi. C'est un écrivain écossais au départ et il est devenu mondialisé. Il est devenu samoan. Il a pris fait et cause pour les Samoans. Et il lutte pour leur émancipation, leur indépendance, leur affranchissement. Et il meurt donc aux îles Samoa. Et quand il meurt en 1894, il est avec Kipling. Kipling, il faut aussi avoir à l'esprit Kipling. Il est l'écrivain de langue anglaise le plus lu dans le monde. Il est écrivain monde, lui aussi, Stevenson. Et c'est très intéressant de noter, c'est peut-être une coïncidence, pas tout à fait non plus, que Conrad publie son premier roman, donc La Folie Almayer, en 1895, c'est-à-dire un an après. Comme s'il y avait une place désormais vacante à prendre. Comme si Conrad voulait quelque part, inconsciemment, prendre la place de Stevenson. Il y a toujours eu, de la part de Stevenson,
un rapport ambivalent, de la part de Conrad, il y a toujours eu un rapport très ambivalent, un mélange d'amour, d'admiration pour le maître du genre, le genre de l'aventure, dont certains diraient que c'est un sous-genre, mais pas Stevenson. Admiration pour le maître et détestation aussi pour l'écrivain artiste. Dans un de ses romans, Conrad s'amuse à pasticher la première page de L'Île au trésor. Donc il y a un rapport parodique. Il s'installe à l'intérieur du roman d'aventure, ça va être d'ailleurs sa position. Il va, comme un Bernard l'Ermite, il va s'introduire à l'intérieur du roman d'aventure, et puis, par implosion, pas par explosion, mais par implosion, déflagration sourde, il va faire que le roman d'aventure va se dégonfler de l'intérieur. Et voilà ce qu'il écrit sur Stevenson. Je ne suis pas, moi, une espèce de Stevenson, alors il emploie un mot en anglais, un petit peu difficile à comprendre, qui est le mot airy, A-I-R-Y. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Airy, ça veut dire éthéré, immatériel, dégagé, léger, voire, si on pousse un petit peu Conrad, efféminé. Je ne suis pas, moi, une espèce de Stevenson airy, qui considérait son art comme vendu et l'artiste comme ne valant guère mieux qu'une prostituée. Et donc, pour répondre encore plus précisément à la question de la comparaison entre L'Île au trésor et puis Youth, on pourrait dire qu'il y a un monde entre les deux. Un monde. L'Île au trésor, c'est un récit à la manière de... C'est un récit à la manière des romans du XVIIIe siècle. C'est un roman publié en 1882, mais qui nous fait repartir en arrière, au XVIIIe siècle. C'est un récit d'enfance. C'est peut-être le récit archétypique de l'enfance archétypique. C'est un voyage, on le sait bien, sous la menace des pirates, qui viennent seconder et remplacer l'univers des adultes, des parents. C'est un univers qui est, parlons de l'île, insituable. C'est-à-dire qu'on se dispute encore pour savoir si l'île en question, elle est dans les Caraïbes, comme la tradition le voudrait, ou bien si elle est, c'est la thèse de Michel Lebris, du côté de la Californie. Donc c'est le Pacifique ou c'est l'Atlantique, il faut savoir. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Tandis que Youth, je dirais que Youth est pleinement autobiographique dans la manière du 19e, voire du 20e siècle. C'est déjà un récit pleinement du 20e siècle. C'est un roman d'initiation, c'est un Bildungsroman, mais compressé, comme une compression de César, quoi. Je veux dire, en miniature, vous avez toute une vie. Vous avez la jeunesse, mais vous avez en fait toute une vie, puisque le narrateur adulte se penche sur son existence de jeune homme. Et je dirais deux choses à propos de Youth, mais sans vouloir empiéter sur le territoire et le terrain de Guillaume. Je dirais que, comme ça a déjà été suggéré par Jacques Rancière, ce récit est formidable puisqu'il met en scène un ratage. Je veux dire, c'est presque gaguesque, c'est un gag, a long-standing joke. On vous l'a dit, le bateau, il ne démarre pas. C'est même pas un moteur diesel. Ça ne démarre pas. On croit que ça va démarrer, enfin ça va démarrer, ça ne démarrera pas. Ça démarrera demain. Et puis demain, c'est presque du Beckett. Demain, il viendra, Godot, je vous le dis. Demain, le bateau partira. Il ne part jamais, S'il part, il finit par partir, parce que, comme ça a été dit, il faut bien partir.
Mais disons que c'est un ratage à la fois glorieux et pathétique. Un ratage risible et magnifique. Et c'est ce qui fait le secret, la magie de ce récit. Et puis, deuxièmement, ce qu'on y trouve. Alors, c'est Borges qui dit ça à propos de l'île au trésor. Je crois que c'est Borges. Borges dit, il n'y a pas de danger que l'île au trésor soit pris comme archétype ou comme modèle de la modernité. Pour une raison évidente, c'est que dans le cas de Stevenson, le trésor, on le trouve. C'est une réussite, c'est un succès. À mettre bien sûr au crédit de Jim Hawkins, et puis à mettre au crédit de l'artiste, de l'écrivain, puisque pour la petite histoire, écrivant l'île au trésor, Stevenson fait fortune. Pour le dire en anglais, he strikes it rich. Voilà, le trésor, c'est le sien. Big money. Donc ça, c'est la réussite. Conrad nous présente l'autre versant, l'insuccès, la défaite, l'échec. Mais il y a des échecs magnifiques, c'est bien connu. Les causes perdues sont les seules qui valent d'être défendues. Mais c'est ça un peu, Youth. Un ratage magnifique, magnifié. Bien sûr par la nostalgie, par le regard rétroactif ou rétrospectif, qui fait que, hop, ça change de bord, ça louvoie sa façade. Et puis, ce qu'on y découvre, me semble-t-il, à la faveur d'une brèche dans le récit, une sorte d'épiphanie, ce qu'on découvre, c'est bien sûr l'Orient. On y reviendra peut-être tout à l'heure à propos de la question inévitable du romantisme, ou pas du romantisme, mais c'est l'Orient. Disons, pour aller vite et pour terminer, disons que l'Orient va jouer pour Conrad un peu le rôle d'un Rosebud, comme dans le film d'Orson Welles. L'Orient pour Conrad, c'est Rosebud, c'est-à-dire c'est un mot talisman, c'est une notion plutôt qu'une réalité, c'est quelque chose qui est de l'ordre bien sûr de l'enchantement de l'Orient, dans lequel entre inévitablement pas mal d'orientalisme, mais aussi la réalité d'une présence magique, qui est ce que l'on garde toute sa vie. Et sur son lit de mort, Rosebud, et sur le lit de mort de Conrad, the East. Et d'ailleurs, ne vient-il pas de l'Est? Ne vient-il pas de l'Orient de l'Europe? The East. De l'aventure, passons à l'imagination. Ce n'est que dans l'imagination des hommes que toute vérité trouve une réelle et indéniable existence. L'imagination, non l'invention, est la maîtresse suprême de l'art comme de la vie. L'expression exacte par l'imagination de souvenirs authentiques servira peut-être dignement cet esprit de piété envers toute chose humaine, lequel consacre les créations d'un conteur et les émotions de l'homme qui revoit ce qu'il a vécu. Souvenir. En naissant, tout homme tombe dans un rêve comme on tombe à la mer. S'il veut se débattre pour ne pas asphyxier comme le font les gens sans expérience, il se noie. Non, je te le dis, ce qu'il faut, c'est s'abandonner à l'élément destructeur et s'arranger à force d'efforts des mains et des pieds dans l'eau pour que la mer profonde vous soutienne. Voilà, si tu me le demandes, comment on peut arriver à être Lord Jim. Plus le travail de répétition avançait sur jeunesse, plus les propositions de chacun, le jeu, l'acrobatie, la lumière, le son, tout ça déployait un onirisme de plus en plus fort. Pourtant, le récit de Conrad, riche de sa propre expérience de marin, s'ancre dans un univers de la navigation qui est très précis et très concret. Qu'est-ce que, du coup, pour moi, en répétition, pouvait signifier ce débordement
de l'imagination de chacun à partir d'une écriture pourtant si proche du réel. Alors ma lecture des bords de la fiction de Jacques Rancière m'a beaucoup éclairé là-dessus, parce qu'elle m'a en fait un peu libéré de ce paradoxe du réel et de l'imaginaire chez Conrad. Paradoxe que j'avais vécu dans un premier temps comme une sorte d'énigme dramaturgique un peu déstabilisante. Jacques Rancière, je vous lis, dans votre livre, vous dites « L'imagination véritable s'oppose à la vraisemblance inventée. Elle ne se déploie qu'à partir d'un noyau du réel, une silhouette caractéristique bien découpée dans une lumière franche, une silhouette attirante qui porte la virtualité d'une histoire, une silhouette silencieuse qui impose au romancier de trouver les mots propres à dire cette histoire. Il y faut seulement une vertu spécifique, la sympathie. » Donc qu'est-ce que signifie exactement pour vous cette rupture littéraire que représente Conrad, une telle dissociation entre imagination et invention? C'est ça qui, moi, m'a le plus... une des choses qui m'a le plus marqué dans votre analyse dans les bords de la fiction, c'est la séparation entre imagination et invention, comme le montre un peu l'extrait aussi de Lord Jim qu'on vient d'entendre. Quel rôle finalement tient la chimère, comme vous le dites, dans le réel pour Conrad? Bon, alors il y a peut-être deux plans. D'abord, peut-être deux mots sur le rapport invention-imagination. Bon, invention, ça veut dire quoi? Ça veut dire précisément, voilà, vous avez envie de raconter une histoire, vous allez inventer des personnages. Des personnages à la fois, on aura pris un peu des choses, bien sûr, qu'on a vécues, mais on aura en même temps créé autre chose, et puis avec toujours cette espèce de double légitimation, en quelque sorte, de la fiction traditionnelle, à savoir que d'un côté, il faut que ça ressemble un peu à ce qu'on connaît, quoi, et qu'en même temps, ça ait une espèce de logique, une espèce de forme d'enchaînement rationnel qui, bien sûr, n'existe jamais dans l'expérience ordinaire. Bon. Donc voilà, on peut penser pour illustrer au fond, la fabrication normale, quoi, des personnages, un peu à quelque chose qui est dans au début de la mort de Danton, de Pachelbel. C'est Camille Desmoulins qui parle justement de ces écrivains qui ont comme des espèces de marionnettes qui vont habiller. Et au fond, traditionnellement, on peut dire, disons, d'une certaine façon, il y a toujours de ça, quoi. On crée quelque chose comme une marionnette, une poupée, et puis on va la lancer dans le monde, quoi. Alors ça, disons, c'est quelque chose qui, Conrad n'est pas le seul, bien sûr, à le remettre en question, mais peut-être plus fortement. On peut penser à Baudelaire, on pense précisément à la manière dont, au fond, voilà, il y a ce poème à mi passante, ou certains aussi des poèmes en prose, quoi. Il y a un moment, quelque chose qui est comme une espèce de renversement. Un renversement, à savoir que on va plus se casser les pieds, on va plus s'ennuyer finalement à inventer des personnages probables qui n'ont pas existé mais qui pourraient exister, qui ressemblent à ceux qui existent mais qui sont quand même plus consistants que ceux qui existent et ainsi de suite. Non, finalement on va partir de ce qui existe. Parce on va partir de ce qui existe, c'est-à-dire on va partir de ce qui existe, mais ce que j'ai rappelé là, une espèce de noyau de réel, c'est-à-dire que plusieurs fois Conrad dit de ces personnages qu'il les a rencontrés, notamment bien sûr. Là, je faisais allusion à la fin de la préface de Lord Jim, pour dire, c'est pas une création de l'imagination, ça vient pas des brumes du Nord, non, je l'ai rencontré, j'ai vu passer sa silhouette comme ça, dans un port d'Orient. Il y a plusieurs personnages dont il va nous dire, je les ai rencontrés. Ça veut dire quoi? Voilà, il y a désormais, il ne s'agit plus d'inventer. Il y a quelque chose, une silhouette, un personnage, des gestes, une anecdote, voilà. Et c'est à partir de là, en quelque sorte, qu'il faut comme constituer un récit, à partir précisément de qu'est-ce qui peut arriver à une telle silhouette, de quoi est-ce que cette espèce de silhouette, cette espèce de cette figure muette, de quoi est-ce qu'elle est capable, qu'est-ce qu'elle porte comme monde, quoi. Ce qui bien sûr implique qu'on ne va pas justement raconter des histoires classiques, mais on va comme construire toute une série comme de scènes, de moments sensibles, quoi, dans lesquels cette silhouette va prendre de l'épaisseur. Et prendre de l'épaisseur, c'est quoi précisément? C'est justement toujours suivre sa chimère. Qu'est-ce que c'est que la chimère? C'est proprement ce qui vous a mis en route, ce qui fait que vous marchez, vous êtes en route, quoi. Et c'est-à-dire qu'il faut aussi renverser le rapport classique, disons, entre la réalité c'est solide, et puis il y a l'imagination, il y a les rêves, etc. Non, Conrad dira non, ce qui est le plus solide, c'est la chimère, ce qui est le plus solide, c'est le rêve, quoi.
Le rêve, c'est quelque chose à quoi on ne peut rien changer, quoi. Le rêve, c'est quelque chose qui, d'une certaine impose son évidence, quoi. Et donc voilà, on est dans un monde où il y a une série de visions qui sont toutes un peu comme des rêves, quoi. Et qu'elles soient comme des rêves ne veut pas dire que c'est de l'imaginaire, que c'est de l'illusion, ça veut dire que non, c'est proprement le monde dans lequel on vit, quoi. Et donc tous les personnages de Conrad, pas tous justement, j'y reviendrai, enfin, tous les bons personnages, quoi, sont comme des espèces de silhouettes qui vivent dans leurs rêves et qui vont à chaque instant confronter leurs rêves à une réalité, disons, à des situations où ce rêve est mis à l'épreuve, quoi. Et avec toujours cette espèce de tension, en gros, parce qu'il s'agit de savoir comment on se comporte avec son rêve. Pour reprendre donc, ce que disait tout à l'heure Marc Poré, quoi. Enfin, comment on se comporte avec son rêve, et il y a toujours une double réponse, quoi. D'une certaine façon, il faut, comme le mettre de côté, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur un bateau, on est confronté à un certain nombre de tâches, quoi. Mais en même temps, on essaye toujours, disons, de rester comme fidèle à ce rêve, fidèle à cette espèce de mouvement qui vous a mis en marche, quoi. Et bon, et ça, je dirais, c'est ce qui se distingue, encore une fois, les vrais personnages d'imagination des personnages inventés. Ce qui est très frappant, c'est que chez Conrad, on a en fait les deux. C'est-à-dire qu'on a des vrais personnages, on peut dire, d'imagination. C'est-à-dire que Lord Jim, l'horrible course du cœur des ténèbres, c'est quelque chose dont Marlowe peut dire qu'il l'a rencontré. C'est-à-dire, il l'a rencontré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut imaginer ce dont cette silhouette, ce dont ce fou absolu, finalement, est porteur. Et c'est-à-dire qu'il comprend la chimère de course, cette chimère du type qui s'en va pour donc réformer les mœurs barbares, quoi, qui se révèle bien sûr dans son entreprise de colonisateur, plus barbare que tous les barbares. Ça, c'est les personnages, on peut dire, qui suivent leur chimère. Et puis il y a chez Conrad, c'est très curieux, des personnages qu'il doit inventer. C'est-à-dire des personnages qu'il n'a jamais rencontrés, quoi. Et ce qui est très très drôle, justement, c'est dans les romans qu'on peut dire politiques de Conrad, quoi, à savoir L'Agent secret et puis Sous les yeux d'Occident, sont des romans faits de personnages qu'il a inventés. C'est-à-dire qu'il ne les a jamais rencontrés, et au fond, il se donne énormément de mal, pour leur donner consistance, quoi. En même temps, bien sûr, c'est des personnages tout à fait singuliers, parce que c'est des personnages qui vivent dans le monde de la manipulation. C'est des personnages qui sont manipulés. Autrement dit, il y a deux formes, on peut dire, encore une fois, deux manières de penser les personnages en action, quoi, ou deux manières justement de penser le rapport entre invention et imagination, quoi. Bon, au fond, on peut dire que les vrais inventeurs, les mauvais romanciers, c'est les manipulateurs, quoi. Bon, L'Agent secret, c'est l'histoire d'une espèce d'agent du gouvernement russe qui essaie de créer, qui fomente un attentat anarchiste pour obliger le gouvernement anglais donc à mettre dehors un peu les gens de gauche et les réfugiés politiques, pour le dire vite, quoi. Et bon, mais ce qui est très très frappant, c'est d'un côté, effectivement, on a qu'est-ce que Conrad nous présente là? Précisément, on peut dire l'action de la manipulation, l'action de l'invention. On invente des histoires, on recrute les personnages pour ces histoires, quoi. Et donc, on peut dire que ce qui est frappant, c'est que tous ces anarchistes, aucun n'est chimérique, quoi. Bon, sinon, c'est tous plus ou moins des crétins, des brutes, des manipulateurs et des manipulés, quoi. Mais on peut dire aucun est un être de chimère, quoi. Mais ça veut dire aussi que Conrad est comme pris aussi par cette espèce de logique-là, quoi. C'est-à-dire qu'il invente péniblement, alors on le dira après, mais vous faites un roman sur les anarchistes, vous n'avez jamais rencontré aucun, vous l'écrivez vous-même. Et voilà, bon, mais d'une certaine façon, il est pris dans cette espèce de logique-là, quoi. Il y a des personnages avec lesquels il peut sympathiser. Sympathiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner, précisément. Accompagner, on peut dire, accompagner un rêve, accompagner une chimère qui se bat dans la réalité. Et puis, disons, il y a là où, au fond, en tant que bon citoyen britannique, libéral, mais pas plus, quoi. Il essaye en quelque sorte de mettre en scène, on peut dire, l'ennemi, quoi. Il n'y arrive pas. Au fond, il manque ce noyau de réel, quoi. Là où est tout inventé, là où il invente tout, on peut dire qu'il rate nécessairement, quoi. Oui, je pourrais rebondir là-dessus avec un autre exemple tout à fait complémentaire à celui dont vous parlez. C'est par exemple Nostromo.
Nostromo, puissant roman politique, peut-être le plus politique de tous ces romans, à moins de considérer que tous ces romans le soient, et ils le sont sûrement, mais celui-là l'est particulièrement, Nostromo. Et Nostromo se passe en Amérique centrale. Manque de chance, je vous ai dit, Conrad a sillonné toutes les mers du monde, il n'est jamais allé en Amérique centrale, ni en Amérique latine du Sud. Et donc il lui faut inventer, il lui faut se documenter. Et il va suer sang et eau sur ce roman, là. Et il va suer sang et eau, généralement, je veux dire, ce n'est pas un écrivain de la facilité. C'est un écrivain qui lutte, combat, très déprimé, l'angoisse de la page blanche tous les jours. Mais Nostromo, particulièrement difficile. Pourquoi? Parce que justement, il ne connaît pas. Il n'a pas mis les pieds sur l'isthme. Il ne sait pas. Panama, tout ça, il ne sait pas. Et donc, il invente. C'est assez prodigieux, tout de même. Il invente Costaguana, où on reconnaît un peu le guano. C'est-à-dire, on reconnaît que la richesse de ce pays exploité par les Américains, la puissance dominante qui monte. Aujourd'hui, ce serait la Chine. À l'époque, c'est les États-Unis. Ce pays, exploité par les Américains, sa richesse, elle se nourrit d'excréments d'oiseaux. Elle se nourrit de mines, d'or et d'argent, surtout d'argent, silver. Elle se nourrit de quelque chose qui est frelaté, qui est complètement pourri, pourrissant. Le guano, à l'origine, la puanteur infernale du guano. Et c'est ça, cet État, inventé de toutes pièces. Mais un État qui, comment dirais-je, marque bien ce qu'il en est de la rivalité coloniale, à l'échelon global, je veux dire. Et ça, il le montre parfaitement. Et puis l'autre versant de son art, c'est que, comme le disait Jacques Rancière, encore une fois, c'est la matière première de sa vie, c'est son existence. Il ne fait pas d'autofiction, attention, mais il se nourrit de ce qu'il a connu, de ce qu'il a vu. Je rappellerai à propos de la préface du Narcisse, justement, cet art poétique. Make the reader see, c'est-à-dire il faut donner à voir. Et donc chez lui, ce qu'il donne à voir, c'est pas le réalisme plat, si tant est qu'il y ait un réalisme plat. Par exemple, Dickens, on dit toujours réaliste Dickens, mais Dickens c'est un réaliste romantique, c'est un réaliste onirique. Zola aussi, je crois, pouvoir dire ça. C'est un naturaliste, mais complètement travaillé par le rêve et les songes. Eh bien, chez Conrad, il y a de l'hallucination, il y a de la vision. C'est un art visionnaire. Et on voit effectivement la silhouette de Lord Jim. Et autour de ça, eh bien, se monte tout un roman. Se monte tout un roman. Il y a un texte de 1922, si je puis dire un mot sur ce texte. C'est un petit texte journalistique. Conrad aura pratiqué quasiment tous les genres, à l'exception de la poésie. Il s'est essayé au théâtre, sans grand succès. Pratiqué beaucoup la nouvelle. C'est un des plus grands nouvellistes. Un art mineur, considéré comme mineur en France, mais pas en Angleterre. Et il a aussi beaucoup écrit pour la presse, pour les journaux. Et donc en 1922, 2 ans avant sa mort, il écrit un texte qui s'appelle Outside Literature, c'est-à-dire à l'extérieur de la littérature, en dehors de la littérature. Et il revient sur les avis aux navigateurs, diffusés, rédigés par l'amirauté britannique. Depuis Londres, hop, on envoie ça à tous les bateaux sur toutes les mers du monde. Et les capitaines doivent leur salut à ces avis aux navigateurs. On les met en garde, on signale. C'est un peu comme des bulletins météorologiques, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça vous dit, là, il y a un courant nouveau qui est apparu ici, il y a un récif qui effleure. Avis aux navigateurs. Et dans un premier temps, Conrad, qui commence à avoir de la bouteille, il dit, voilà la vraie littérature. C'est ça la littérature. C'est ça la vraie prose. Faut pas se louper
J'attends pas du rédacteur de l'avio-navigateur qu'il ait un petit peu comme ça, les idées en l'air. J'attends pas de fantaisie, j'attends pas d'imagination. Imaginez qu'un rédacteur se mette en tête de les conséquences matérielles, notamment matérielles, pour la grande marine anglaise. Donc la vraie prose, elle est précise, elle est factuelle, elle est exacte. Dans un premier temps, mais Conrad est rusé. Dans un premier temps, il feint de renoncer à l'imagination. Et puis, dans la suite du texte, c'est diabolique, il apparaît que même l'exactitude peut être prise en défaut. Et que donc, du coup, il y a toujours de la place pour l'imagination. Et pour faire court, depuis le Nègre du Narcisse, Conrad n'aura cessé de mélanger le réel et l'imaginaire. Il n'aura cessé de brouiller les pistes, de brouiller les cartes, de mélanger, de faire en sorte de faire semblant d'oublier certaines dates. Quand il écrit ses mémoires, c'est des mémoires, mais alors achronologiques. Les événements ne sont jamais à la bonne place. Il mélange tout, c'est savamment orchestré. Et en cela, il est parfaitement moderne parce qu'il est rusé, diaboliquement rusé. Et il donne le change. C'est un faux monnayeur. Mais l'exactitude, toujours. Comme ça, on a un pied dans l'exactitude et un pied dans la fausse monnaie. Vous êtes inattaquable. On passe peut-être au dernier thème, la question coloniale. On laisse Claire lire un passage. Je repris les avirons pour faire demi-tour. Je m'amarrai de nouveau à l'accomplement et j'allais dormir, enfin. Lorsque je rouvris les yeux, le silence était aussi absolu que si rien n'était venu me troubler. J'étais allongé dans un flot de lumière, et auparavant, le ciel ne m'avait jamais semblé si loin, si haut. J'ouvris les yeux et restai allongé sans bouger. Et alors je vis les hommes de l'Orient. Ils me regardaient. Toute la longueur de la jetée était pleine de monde. Je vis des visages bruns, bronzés, jaunes, les yeux noirs, l'éclat, la couleur d'une foule orientale. Et tous ces êtres nous regardaient fixement sans un murmure, sans un soupir, sans un mouvement. Ils regardaient d'en haut les chaloupes, les hommes endormis qui, dans la nuit, étaient venus de la mer. Je me redressai soudainement. Un frémissement se propagea d'un bout à l'autre de la foule, passa le long des têtes, fit osciller les corps, parcourut la jetée telle une ride sur l'eau, puis ce fut de nouveau l'immobilité totale. L'Orient nous contemplait en silence. J'ai connu sa fascination depuis. J'ai vu les rivages mystérieux, les eaux immobiles, les terres des peuples à la peau brune où une némésis furtive guette, poursuit, rattrape tant d'hommes de la race conquérante, fiers de leur sagesse, de leur savoir, de leur force. Jeunesse. Donc, quand je traduisis jeunesse pour ma future mise en scène, je fais relire mon travail à une amie universitaire bilingue, afin qu'elle me corrige, parce que je n'ai pas un niveau d'anglais excellent. En prenant connaissance de ce texte, elle me fit remarquer que le regard de Conrad sur l'autre, ici les gens de Bangkok, n'est pas totalement affranchi d'un certain orientalisme. La description en effet que fait Conrad de ces hommes et de ces femmes qui peuplent la côte thaïlandaise à l'arrivée de Marlowe, sur son embarcation de secours, est très abstraite. La même abstraction se retrouve dans ce grand récit africain de Conrad qui est au cœur des ténèbres. Pour autant, je fis remarquer à mon ami que Conrad n'est ni tendre ni complaisant à l'égard des colonisateurs. Mais j'étais quand même dans un questionnement qui est celui-ci, comment situer Conrad par rapport à cette question coloniale. Je vais d'abord interroger Marc Poré. En 1975, dans un pamphlet intitulé « Une image de l'Afrique, le racisme dans Au cœur des ténèbres de Conrad »,
le grand écrivain nigérian, chinois Achebe, écrit « Toute la question est de savoir si un roman qui glorifie cette déshumanisation, qui prive de personnalité une partie de l'espèce humaine, peut être considéré comme une grande œuvre d'art. Ma réponse est non. » Est-ce que la démonstration de Chinua Achebe, et notamment cet argument selon lequel Conrad porterait une vision déshumanisante des Africains, vous semble pertinente? Alors, c'est une question effectivement délicate, tricky, pour le dire en anglais, mais je ne vais pas me défausser. Mais néanmoins, je vais marcher sur des œufs, ne serait-ce que parce que je suis blanc. Je suis un homme blanc, je ne suis pas encore mort, mais je suis un homme blanc. Vous savez, aux États-Unis, on ne peut plus étudier des écrivains blancs, morts. Bref. C'est vrai que l'image, par exemple, de Conrad en Afrique est mauvaise. Au mois de juillet, il y avait une journée d'études sur le Congo, et le Congo de Conrad. Et il y avait des écrivains congolais qui étaient là et qui ont passé le clair de leur temps à dénigrer Conrad, à dire à quel point ils trouvaient Conrad détestable. La lecture de Heart of Darkness en particulier était quelque chose qui leur causait une souffrance. De voir à quel point, effectivement, les Noirs, les Africains, sont considérés comme soit comme de grands enfants, soit comme des sous-hommes. On disait tout à l'heure, effectivement, des gestes de bêtes sauvages, des bruits de bêtes sauvages. Ça, c'est quand on leur donne la parole, quand ils l'apprennent comme ça, par effraction. Mais le reste du temps, aucun Africain n'a droit de citer, n'a droit de parler. Ce sont des subalternes qui ne parlent pas. Ça, c'est objectif, je veux dire. On ne peut pas le contester. Alors, c'est vrai que ces mêmes écrivains congolais reconnaissent du bout des lèvres, mais reconnaissent cependant que Conrad s'est frontalement opposé au colonialisme, à l'impérialisme, comme système d'exploitation des hommes et des ressources sur l'ensemble de la planète. Ils lui reconnaissent son ironie mordante. Par exemple, je vous recommande la lecture de cette nouvelle, encore une nouvelle, An Outpost of Progress, l'avant-poste du progrès, où l'on s'aperçoit à quel point la notion de progrès, auquel tient l'Occident, se trouve là aussi fracassée de l'intérieur. C'est une véritable régression qui conduit ces deux personnages. Mais ce qu'il ne pardonne pas à Conrad, c'est d'avoir assimilé l'Afrique à la noirceur. Synonyme de primitivité, d'infériorité, de bestialité. Alors, effectivement, on pourrait dire que c'est à remettre dans le contexte ethnocentrique, qui pèse, et que Conrad a du mal à ne pas verser dans la stéréotypie, dans la peinture à gros traits, ce que Marc Crépon appelle la caractérisation identitaire par la violence du stéréotype, à l'origine de la haine de l'autre. À la décharge de Conrad, je crois pouvoir dire qu'il n'y a pas de haine de l'autre chez lui. De la même façon, s'agissant de cette caractérisation des peuples dits présentés comme non civilisés, sa vision de la femme n'est guère plus éclairée. Je veux dire que ça ne le grandit pas comme écrivain. Il est assez misogyne dans ses représentations de la femme. Alors, faut-il chercher à disculper Conrad? Faut-il chercher, à le blanchir? Le mot est détestable, tout comme le procédé. Il est difficile de se faire l'avocat du diable. Je vais tenter tout de même de le faire. 1. On fera remarquer que les cannibales, Au cœur des ténèbres, ne passent jamais à l'acte. Les cannibales ne passent jamais à table. D'accord? Ils font preuve, eux, d'une grande retenue,
restraint en anglais. Alors qu'à l'inverse, les Occidentaux se caractérisent par l'absence totale de toute retenue. Se caractérisent par, pour le dire en anglais, leur greed, c'est-à-dire leur appétit sauvage, débridé, leur rapacité sans nom, l'instinct de prédation, l'ivoire, l'ivoire, l'ivoire. Ils se goinfrent d'ivoire. Ils n'ont aucune retenue. Les cannibales, eux, sont dignes en regard de cette absence de retenue. La retenue se trouve chez les sauvages. Et puis, j'ajouterai qu'effectivement, Conrad a vraiment tout fait pour disqualifier le complexe de supériorité dont peut se séparer la civilisation blanche. On pourrait dire, pour singer ou paraphraser Freud, qu'après Copernic, après Darwin, et en même temps que Freud, Conrad inflige une 4e blessure narcissique à, je cite Freud, l'égoïsme naïf de l'homme, par le démenti le plus vigoureux qui soit, apporté à l'idée qu'il y ait une race ou une civilisation supérieure. Comme le dirait aussi Philippe Lacoue-Labarthe, la véritable horreur, the horror, c'est l'horreur de l'Occident. Et puis, je dirais enfin, tout de même, ça n'est pas pour rien que les plus grands anthropologues, de Georges Ballandier à Jacques Berck, en passant par Marcel Griaule, compagnon de voyage de Michel Léris, qu'on ne peut pas soupçonner de racisme, sont éternellement reconnaissants à Conrad d'avoir ouvert la voie à la décolonisation, au moins dans les têtes. Jacques Rancière, vous écrivez dans Les bords de la fiction que si l'anticolonialisme de cet auteur est si difficile à saisir, c'est qu'il n'est pas dans la filiation habituelle d'une vision progressiste de l'histoire. Pourriez-vous, d'une part, nous expliquer ce point, et ne faut-il pas partir de cette singularité politique de Conrad pour commencer à comprendre la vision paradoxale qu'il a du système colonial? Oui, bon, je pense que le point, il y a deux choses. Bon, il y a deux choses. D'une part, la méthode d'écriture, on peut dire, de Conrad, bon, elle est la même. C'est-à-dire qu'elle est la même, disons, que ça se passe dans les bureaux à Bruxelles ou que ça se passe sur le peuple du Congo. C'est-à-dire qu'on est dans le noir, quoi. Alors bien sûr, quand on est dans le noir chez les Noirs, bien sûr, on devient automatiquement raciste, quoi. Mais d'une certaine façon, disons, les personnages, le même personnage, disons, bon, Marlowe est dans le noir tout au long, quoi. Qu'il soit chez les civilisés ou qu'il soit chez les sauvages. Ça, c'est pour, disons, en quelque sorte, l'aspect, disons, de la technique romanesque. Qui fait qu'effectivement, bon, on peut dire c'est choquant, sauf qu'il ne comprend absolument pas plus, disons, les dames qui sont dans les bureaux à Bruxelles. Voilà. Alors ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que, bon, c'est pas très intéressant, disons, de dire il est dans le noir chez les Noirs, donc il est raciste. Bon, il y a un autre point, parce qu'effectivement, Conrad est un homme de son temps, et bien sûr, il est un homme de son temps, c'est-à-dire que il constate, il y a des gens qui raisonnent, disons, dans l'idée que il y a une espèce d'échelle, disons, qui va du plus primitif au plus civilisé, quoi. Ça, c'est la deuxième chose. Mais le problème, c'est que le voyage colonial est précisément le voyage qui va comme renverser les choses, c'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qu'on découvre au fond, en remontant le Congo pour arriver chez Kurtz, donc, disons, le bienfaiteur de la civilisation, devenu une espèce de chasseur d'ivoire complètement féroce, quoi, est devenu le vrai cannibale, quoi. Qu'est-ce qu'on découvre? C'est que finalement, la vraie sauvagerie, c'est proprement la sauvagerie de l'occidental. C'est-à-dire que, bon, effectivement, disons, d'une certaine façon, on peut dire que les Noirs, ils sont comme sauvages par défaut. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que leur sauvagerie est une espèce, effectivement, on peut dire de manifestation physique, quoi. Bon, des gestes, des cris qu'on ne comprend pas.
Donc avec Course, mais aussi avec tous les gens qui rencontrent sur le voyage du Congo, on comprend. C'est-à-dire qu'on comprend, c'est-à-dire que, au fond, si les Noirs donnent en quelque sorte comme une espèce d'illustration, on peut dire stéréotyper la primitivité, disons la primitivité comme forme de pensée, la primitivité véritablement en quelque sorte comme phénomène, disons, véritablement de pensée, quoi. C'est proprement les blancs, ce sont les colonisateurs qui en donnent l'exemple. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils découvrent finalement, c'est qu'il y a une espèce comme d'instinct de meurtre finalement qui est au cœur de l'entreprise dite civilisatrice. Bon. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça va produire du coup comme effet justement? Ça va produire comme effet, c'est quelque chose comme l'impossibilité, disons au fond d'une critique progressiste du colonialisme. D'une certaine façon, le colonialisme, c'est le progrès. C'est le progrès. Donc il n'y a pas moyen de s'en sortir. Au fond, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on arrive à une espèce de position que l'on peut dire un peu d'impuissance. D'une certaine façon, celui qui est parti au cœur de l'Afrique, il découvre qu'il est plus primitif que les primitifs. Et effectivement, pour s'en sortir, il n'y a que finalement à s'occuper des choses matérielles, sur son bateau. Il dit il faut enterrer la chose. Bon, sur la chose, on pense à Freud, on pense à Lacan, il y a la chose. Cette chose qu'on découvre, cette espèce d'instinct de mort, disons, qui est au cœur de la civilisation, on l'enterre. Et on peut dire on l'enterre individuellement, finalement, en faisant son petit boulot bien tranquillement. Et ce qui veut dire qu'effectivement, ça va pas avoir de sens de lancer une campagne en disant regardez ça va regardez à quel point ce qui se passe en Afrique, disons, contredit le progrès. Non, ça ne dit pas le progrès, ça réalise le progrès. Et bien sûr, le progrès tel qu'on le vit en Occident. Ce qui veut dire effectivement que Conrad aura ces attitudes complètement, on peut dire, paradoxal, c'est-à-dire effectivement, le jour où un homme qu'il a rencontré au Congo, qui a dénoncé fortement le colonialisme au Congo, donc Casement, le jour où il est condamné à mort par les Anglais pour trahison, il y aura une pétition des écrivains et Conrad refusera de la signer parce que finalement, d'une certaine façon, ce serait comme contradictoire. Finalement, il n'y a pas de critique progressiste du colonialisme. C'est ça le problème. Dans le colonialisme, on se découvre comme finalement comme plus primitif encore que le primitif, mais du coup ça bloque tout. C'est-à-dire qu'on est un peu, même si Conrad déteste les Russes et Dostoïevski, on est un peu comme une situation un peu à la Dostoïevski, à savoir qu'on arrive à une espèce d'intériorisation en quelque sorte de la primitivité, d'intériorisation du crime finalement, qui fait que on ne peut plus le dénoncer. Oui, d'un mot, je sais que le temps nous est compté, pardon, mais si je pouvais rebondir là-dessus, c'est très puissant comme formulation. Mais je dirais que pour le coup, effectivement, c'est peut-être la raison pour laquelle Conrad a deux types de héros. Vous avez touché un mot sur Lord Jim. Pour moi, Jim est un héros. C'est un héros qui est malade de son héroïsme, qui périt de son héroïsme, qui périt de la poésie de l'héroïsme. Il imagine toutes sortes d'actions héroïques et quand l'occasion lui est donnée de faire une action héroïque, il passe à côté de l'action héroïque. Il y a une sorte d'ironie qui est très moderne, qui est très moderniste aussi. Donc, soit le héros conradien, c'est Jim fracassé par ses idéaux, mais homme d'honneur, et qui va entrer lucidement dans la mort, en sachant que le piège qui lui est tendu, il y va, les yeux ouverts, sans illusion, mais parce qu'il lui faut payer sa culpabilité qu'il traîne un petit peu comme le vieux marin de Coleridge, qui traîne sa culpabilité. Jim, c'est un peu aussi un héros byronien, c'est-à-dire ténébreux, très beau, ténébreux, qui a accompli un forfait, on ne sait pas lequel, si on sait à peu près lequel, et qui toute sa vie paie. Ça, c'est le premier type de héros conradien. Le second, c'est McWhirr, c'est le capitaine, borné, obtus, mais homme de devoir. Alors effectivement, il ne faut pas chercher à entrer dans la critique progressiste du progrès, il faut accomplir son devoir. C'est tout. Il faut limiter son horizon, sa conduite à ça.
Et ça, il faut autant que faire se peut le faire bien. Et alors, il y a toute une gamme de héros, de personnages qui sont des taiseux, qui ne parlent pas, qui ne lisent surtout pas, mais quoi, lire un livre. Outside literature. D'accord? Il faut camper en dehors de la littérature. Et le paradoxe, c'est que ça fait de l'excellente littérature, évidemment. Mais donc, voilà, ce sont des hommes de devoir, des stoïques, des sobres. Il y avait un adjectif que goûtait Conrad. Vous savez, Conrad écrivait anglais, mais il écrivait anglais comme une vache espagnole ou comme une vache polonaise. Il fallait beaucoup le corriger. Et puis il avait des adjectifs un peu fétiches. L'un de ces adjectifs fétiches, c'était sober. Sober, ça veut dire sobre pour un marin. Difficile. Mais sober en anglais, ça veut surtout dire earnest. The importance of being earnest. Ça veut surtout dire sérieux, sobre factuellement, c'est-à-dire se couper les ailes de l'imagination. Et donc ces héros, les vrais, c'est des stoïques, c'est des hommes de devoir, c'est des Anglais, quoi. C'est des no-nonsense men. Et heureusement qu'ils montent la garde. Heureusement qu'ils assurent les cadres. Heureusement qu'ils veillent au grain. Parce que leur grandeur est là. Leur intranquillité aussi. Merci beaucoup. Vous avez peut-être des questions. On est un petit peu limité par le temps, mais s'il y a une question ou deux, vous pouvez y répondre. Enfin, pas moi. Juste une question de poser, ce que vous me dites, mais l'autre secret, une nouvelle enfin voilà, mais j'ai l'impression en même temps elle doit être à un autre endroit, peut-être cette. L'autre secret, le capitaine dans l'autre secret, qui accueille quelqu'un dans son bateau et qui devient son double. Et il y a des choses de contradictoires par rapport à. Oui, c'est vrai. Mais on pourrait dire que la contradiction habite Conrad, qui l'habite lui-même, mais c'est vrai que ce capitaine-là, c'est le titre, l'autre secret c'est le compagnon secret, c'est surtout comme ça qu'on connaît dans la version française en tout cas, le compagnon secret. Oui, c'est une lecture hallucinante, tout à fait freudienne. C'est un capitaine qui en héberge un autre, ou en tout cas qui recueille un homme qui vient d'accomplir un meurtre tout à fait effroyable à bord d'un autre bateau. Et au lieu de le tenir à distance, au lieu de le juger, ça reprend ce que je disais tout à l'heure sur l'absence de jugement, au lieu de le condamner, et voilà que le capitaine l'accueille à bord. Mieux, le loge dans sa cabine. Mieux, le fait coucher dans son lit, le cache, le dissimule. Comme si effectivement ce meurtre accompli par cet intrus était une pensée mauvaise qu'il avait lui-même eue un jour. Et il se trouve toujours quelqu'un pour passer à l'acte et pour accomplir ces conduites mauvaises. C'est un redoutable morceau d'anatomie de l'âme humaine. Oui. Il y a un plaisir extraordinaire à lire Conrad. Il y a une jouissance finale, toujours. Et je trouve que c'est comment on la rejoint, quoi. Qu'est-ce qui se noue dans cette acceptation du renoncement comme un plaisir pour le lecteur. Je ne saurais pas dire, c'est-à-dire que Conrad est, par définition, précisément l'auteur qui n'a pas besoin de lire dans l'ordre, quoi. C'est-à-dire que bon, on ouvre une page de Conrad, et puis bon, elle se suffit elle-même. Pour moi, si vous voulez, moi j'ai toujours l'habitude, pour savoir si je vais lire un livre, de l'ouvrir au hasard, quoi. Et puis bon voilà, je vois, c'est un peu ça la méthode de la scène, quoi. On voit véritablement comment le décor est tressé, comment le décor est tressé, quoi. C'est-à-dire comment les corps sont mis en rapport avec les uns avec les autres, les corps, les visions, les mots, et voilà.
Et puis bon voilà, donc d'une certaine façon, avec Conrad, on est chez soi, bon, on peut s'en aller, on reviendra à un autre moment, une autre page, un autre roman. C'est-à-dire qu'on n'est pas contraint, C'est-à-dire bon, il y a quand même, on dira, les écrivains vous contraignent, enfin, c'est un peu comme les philosophes, dire qu'il faut lire dans l'ordre, voilà. Mais non, Conrad est celui, de toute façon, comme l'ordre est déjà complètement fou par lui-même, bon, on est dans le procès de Jim, on ne savait pas encore pourquoi il y a un procès. Après quoi arrive Marlowe, qu'on n'a jamais vu arriver, qui arrive, qui va interroger Jim. Alors voilà, bon, c'est de la folie de toute façon. Par conséquent, je dirais que d'emblée, on est en quelque sorte, libre. Enfin bon, voilà, bon, il y a une phrase formidable, c'est pas que la même chose, mais d'Adorno sur Proust, où il dit Proust dira disons, fait au lecteur un petit peu la grâce de le dispenser de l'idée qu'il est plus intelligent que l'auteur. Alors, il y a un peu de ça aussi chez Conrad. Il nous fait la grâce, en quelque sorte, précisément, de jouer le rôle de celui qui est plus malin, que lui. Dernière question. Oui, c'est une question pour Jacques Rancière, parce que je voudrais savoir, dans une frontière, il y a toujours le flou des deux côtés. Voilà. Et alors, quand on arrive chez Beckett, où de fait il ne se passe rien, où cependant il dit qu'il se passe quelque chose quand il ne se passe surtout rien. Alors voilà, je voulais savoir sur cette question de la frontière que travaille cette fiction, où est-ce qu'on pourrait aller quand on est chez Beckett? Alors bon, moi je ne connais pas assez bien Beckett pour vous répondre. Quoi. Bon, moi ce qu'effectivement, peut-être parce que Beckett en quelque sorte dresse la scène du rapport entre il ne se passe rien et il se passe quelque chose, on peut dire quand même par rapport à des personnages, on peut dire que ça y est, c'est fichu, quoi. Ils sont déjà du côté où il ne se passe rien, il me semble. C'est comme ça que je le lis. Bon, le côté effectivement du type, il est dans sa poubelle, il sort de sa poubelle, voilà, il y est déjà, quoi. Alors que il me semble que des auteurs comme Flaubert, comme Virginia Woolf, comme Conrad, le posent précisément, je dirais, du point de vue des personnages qui peuvent sortir, pour qui par conséquent la frontière, il se passe quelque chose, il se passe rien, c'est aussi la frontière entre des humanités, quoi. C'est-à-dire, bon, il me semble qu'il y a quelque chose, je sais bien qu'il y a des gens qui veulent que Beckett soit un auteur optimiste, gai, etc., mais il me semble quand même que, je suis quand même frappé quand même par, disons, le côté schopenhauerien très fort de Beckett, quoi. Et alors bon, Conrad aussi est schopenhauerien lui aussi, quoi. Donc on peut dire que voilà, on est toujours sur la frontière aussi du il se passe rien, il se passe quelque chose, quoi. Sauf qu'on n'est jamais dans les poubelles, quoi. Jeunesse, précisément, on pourrait dire que c'est une histoire de poubelle, quoi. Mais précisément, c'est une histoire héroïque, les poubelles, quoi. Oui, on pourrait dire d'un mot que le feu couvre toujours sous la cendre chez Conrad. Il y a toujours la possibilité de l'embrasement. C'est ça, c'est qu'effectivement, ce charbon poubellisé, ce charbon déchet, il est en train de se consumer, et à petit feu, de manière comme ça, discrète, invisible, et puis tout d'un coup, il y a l'embrasement. Et ça coïncide, c'est pas un hasard, avec l'épiphanie, c'est-à-dire la révélation qui vient par après, dans une sorte de naufrage postérieur, parce que finalement le bateau qui comptait tellement, il ne compte plus du tout, puisqu'il faut tout de suite le quitter pour aller sur un petit rafio, un radeau de la Méduse, comme vous disiez tout à l'heure. Mais je dirais que la frontière, c'est un peu, pour citer le mot exact de Conrad, c'est the shadow line, c'est la ligne d'ombre. C'est cette ligne-là, ténue, mais franchissable, pas infranchissable, parce que les personnages la franchissent. Et ensuite, ils basculent dans autre chose. Mais il y a le moment du passage de la ligne d'ombre, celle qui sépare la jeunesse de la maturité, la jeunesse de la vieillesse, qui est un naufrage, etc. Merci beaucoup, Jacques Rancière.